Bonjour et bienvenue à tous pour cette première session de la matinée après la keynote. Donc pour mon empreinte carbone, je viens de Paris, je suis désolé. Mais bon, j'ai pris le train, c'est un peu mieux au niveau bilan carbone, je pense, que l'avion. Mais au moins, les data centers que je représente, ceux de Google, ils sont neutres au niveau carbone. Donc ça, au moins, ça me réconforte un peu d'avoir choisi de travailler pour Google, ne serait-ce que pour cette raison-là. Donc, je m'appelle Guillaume Laforge, je suis développeur advocate chez Google. Donc, je couvre les produits de Google Cloud, en particulier les produits serverless. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Et dans une vie antérieure, je m'étais intéressé pas mal aux API web de manière générale, REST en particulier, et aussi au concept des webhooks. Alors, qui connaît ce concept de webhooks, qui a déjà utilisé un webhook ou voilà, utilisé, implémenté, etc. Bon, tout le monde, bon, bah, c'est bon, ciao. Non, je reste là. On va voir ce que c'est. On va voir qu'en fait, c'est pas forcément si simple. Enfin, le concept en lui-même est pas compliqué, mais en fait, il y a plein de petites choses auxquelles il faut penser pour implémenter les webhooks au mieux. Que ce soit côté client, le handler qui va recevoir l'appel, aussi bien que côté serveur, c'est-à-dire la plateforme qui propose des webhooks. Le petit lien tout en haut, Bitly, si vous voulez retrouver les slides après ma présentation, allez-y. Et je le mets en particulier parce qu'à la fin, il y a deux slides que je ne présenterai pas, mais qui contiennent les références. Il y a tout un tas d'articles super intéressants sur cette thématique-là. Et cette présentation, c'est un peu le fruit de mon expérience, évidemment, mais aussi la synthèse de ces documents-là, de ces bonnes pratiques. Donc je vous invite à aller voir dessus, webhooks-IMPL comme implémentation. Alors, les webhooks. S'il veut bien avancer. Donc, grosso modo, la définition, c'est quoi? C'est quand on demande à un service, une plateforme, de nous notifier par l'intermédiaire d'un appel HTTP, généralement un post, auprès de l'URL de notre choix. Donc, à nous de voir où est-ce qu'on veut héberger en quelque sorte cette URL, en tout cas le serveur, le code qui va tourner derrière. Et on est appelé sur cette URL dès qu'un événement arrive. Donc un événement, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais prendre... non, je prends un exemple juste après. Donc ça peut être un commit qui est arrivé sur un repository Git, GitHub, etc. Ce qui est le gros intérêt de cette approche, de ce pattern, ce type d'API, en fait, c'est le fait qu'on peut faire de la communication serveur à serveur de manière temps réel ou quasi temps réel. Et c'est différent des API de type WebSocket ou autre, où là c'est vraiment client web qui discute avec un back-end. Là c'est vraiment de serveur à serveur et d'être notifié en quasi temps réel dès qu'un événement arrive. Donc l'exemple que je voulais prendre pour illustrer un petit peu ça, donc imaginez vous avez votre téléphone portable qui envoie des SMS. On a une plateforme, le service provider ici c'est Twilio, là c'est le petit logo de Twilio en rouge là. Et derrière vous avez aussi un back-end, ça va être votre app à vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc moi dans mes slides j'appelle Twilio, cette plateforme, j'appelle ça le provider, et celui qui répond au webhook, j'appelle ça le handler en général. Ou des fois je dis client et serveur. Mais dans le sens, ce qui est bizarre en fait, c'est dans l'approche webhook, c'est que client et serveur en quelque sorte, ils sont inversés. C'est-à-dire que la plateforme Twilio, en fait, elle appelle un serveur, mais c'est lui le client de ces événements. Donc, suivant la manière dont on se positionne, on peut voir les deux comme client ou serveur. Donc, c'est pour ça, des fois, j'utilise cette terminologie-là, mais vaudrait mieux dire plutôt provider et handler. Donc, mais excusez-moi si je mélange un peu les deux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un utilisateur qui va envoyer un SMS qui arrive chez Twilio. Donc, sur cette plateforme-là, qu'est-ce qui va se passer? On a reçu un SMS, mais il y a quelqu'un, un développeur, qui a dit « Moi, je suis intéressé par recevoir les SMS dans mon application à moi ».
Donc il va y avoir un HTTP post qui va être fait et qui va être envoyé à mon application, à mon URL qui tourne quelque part. Je reçois mon SMS, je le traite et je le renvoie via l'intermédiaire de Twilio. Et Twilio s'occupe vraiment de la partie télécommunication et du SMS. Quelques autres exemples en fait de webhooks également. Côté paiement, imaginez votre application, votre plateforme à vous reçoit des paiements. Donc, je sais pas, un abonnement d'un utilisateur, acheter un objet quelconque ou autre. Si vous utilisez une plateforme de paiement comme Stripe, vous pouvez être notifié dès qu'un paiement a été effectué. Similaire au SMS avec Twilio pour les emails, vous pouvez avoir aussi des plateformes comme SendGrid, Mailchimp qui vont en fait vous envoyer un appel sur votre URL pour dire hey, il y a un nouveau message qui est arrivé. Pareil pour tout ce qui est chat, Dialogflow, c'est pour faire par exemple des chatbots pour l'assistant Google, les Google Home et tous ces trucs-là. Ou un autre exemple que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est continuous integration. Donc dès que votre build est fini, vous voulez peut-être faire d'autres choses après. Par exemple, déployer votre application. D'un seul coup, c'est plus fort. Déployer votre application. Donc il y a tout un tas de situations où vous pouvez utiliser des webhooks ou être amené à en mettre en place. Les avantages, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est en temps réel. Donc vous n'êtes pas en train d'attendre, je ne sais pas, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Dès que le SMS, par exemple, de Twilio arrive, vous êtes notifié tout de suite. L'autre aspect aussi, c'est que au lieu de faire, parce que quand on utilise d'habitude une API REST classique, vous allez faire un appel pour dire est-ce qu'il y a un nouveau SMS qui est arrivé? Est-ce qu'il y a un nouvel événement qui est arrivé? Une minute après, est-ce qu'il y a un nouveau SMS? Non, ok. Une minute après, un nouveau SMS. On fait du polling. Donc là, on inverse le principe et finalement, c'est la plateforme qui nous appelle quand il y a quelque chose. Donc au niveau, on va dire, consommation énergétique aussi, vous n'êtes pas obligé de faire des tonnes et des tonnes d'appels. Vous avez juste à attendre qu'on vous appelle. Est-ce qu'il serait possible de baisser un petit peu parce que ça en est à raisonner? Ouais, je ne sais pas si on peut le faire ou pas. C'est vrai que ça s'est mis fort d'un coup, où je le bouge comme ça. J'espère que c'est bon pour en régie. C'est mieux comme ça. Là, je l'ai retourné un peu. Bon. Ok. Donc, pas de polling. L'autre aspect aussi, c'est la notion de broadcast. En fait, là, c'est vraiment que ceux qui sont intéressés à recevoir des messages qui vont être notifiés. On ne va pas envoyer à tous les clients possibles tous les messages, évidemment. Donc, cet argument-là est un petit peu moins intéressant. Mais c'est vrai que ça en permet en tout cas qu'il y ait moins de transfert de données à droite à gauche. Après, dans les inconvénients, c'est que ceux en tout cas qui implémentent le handler, celui qui reçoit la notification, il n'est pas en contrôle, dans le sens où on est appelé en fait. Ce n'est pas nous qui appelons une API pour dire est-ce qu'il y a des nouveaux messages qui sont arrivés. On est appelé dès qu'il y a des nouveaux messages. Mais imaginons que d'un seul coup, il y ait des tonnes et des tonnes de spam ou une attaque DDoS ou quelque chose de ce genre-là. Et en fait, on a des tonnes et des tonnes d'appels qui vont venir sur notre serveur à nous. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas en contrôle et du coup il faut que notre serveur soit capable d'accepter cette charge là parce que sinon ah oui, il me semblait que j'avais un autre slide avant celui-là. Ok, c'est pas grave. Donc faut éviter en tout cas que faut que notre serveur soit prêt à accepter la charge. Je vais prendre un exemple avec GitHub. Donc GitHub, quand vous avez du code, des repositories sur GitHub, vous pouvez être notifié avec un webhook dès qu'un événement arrive. Donc GitHub supporte des tonnes d'événements, bien sûr quand il y a un commit qui est effectué, mais ça peut être aussi quand quelqu'un crée une nouvelle issue dans l'issue tracker, vous pouvez aussi traiter, faire quelque chose avec ça, envoyer des mails ou je ne sais quoi. Il y a tout un tas d'événements qui sont disponibles auxquels vous pouvez réagir. Donc je vais faire une petite démonstration avec un webhooks tout simple. Donc moi j'ai... alors où est-ce qu'il est? Il est ici. Je vais revenir là. Je vais peut-être mettre un petit peu plus gros pour qu'on voit. Donc là j'ai un petit
repository avec simplement un README. Et dans ce README, il dit est-ce qu'il pleut à Brest? Mais on verra, on va le changer parce qu'il fait beau à Brest. Et ce que je vais faire, en fait, alors avec la 4G, bon, si ça marche à peu près, mais ça n'a pas l'air super rapide. Je vais utiliser un outil qui est pas mal. Alors, il y a deux outils dont je vais parler. Vu que j'ai que 40 minutes, je ne montrerai pas le deuxième. Mais là, c'est un outil qui est disponible sur Internet, qui s'appelle RequestBean. Là, on voit l'URL, là, requestbean.com, où en fait, alors je vais revenir même en arrière ici, où on peut créer une sorte de poubelle à requête, c'est-à-dire on va avoir une URL qui va pouvoir recevoir, en tout cas c'est bien quand on veut en particulier tester les plateformes de webhook pour voir le type de payload qu'on reçoit. Et ça nous permet de débugger, de voir le body, de voir les headers HTTP, etc. Donc je vais créer ça ici. Hop, j'appuie sur Create Request. Et il va me créer une requête. Ouais, ça va. Et il me donne en fait une URL. Là, j'ai une URL que je vais pouvoir copier. Et en fait, là, dans mon repository sur GitHub, je vais aller dans mes settings, et c'est là où il y a une section webhooks. Allez. C'est la 4G qui n'est pas super rapide. Donc, je peux rajouter un nouveau webhook. Et en fait, à quoi ça ressemble? Donc, il faut aussi que sur la plateforme, il y ait une manière de renseigner des URL, on puisse s'enregistrer pour recevoir des webhooks. Donc, moi, mon URL que je viens de créer, c'est ça. Je suis plutôt intéressé, je veux obtenir les données du payload en JSON. Je peux même mettre un secret, on verra ça tout à l'heure ce que ça veut dire. Je vais mettre Brest. Et puis, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc soit je peux choisir tous les événements que j'ai cités tout à l'heure, ou je peux dire juste quand quelqu'un commit. Et hop, je crée mon webhook. Parce que la plateforme supporte ça au niveau de l'interface graphique, mais ils ont aussi des API REST qui permettent de renseigner des webhooks, une nouvelle configuration de webhook. Et on va regarder ici. Alors quand on crée un webhook, il crée déjà un premier appel juste pour tester que la connexion fonctionne. Mais ce qu'on va faire, nous, on va revenir sur notre repository, sur notre fichier README, et on va pouvoir éditer ici. Je vais mettre, non, il fait toujours beau. Toujours beau. Hop. On va committer ça. Commit change. Et on va voir ici directement, donc ça a été commité sur GitHub, et GitHub sait que moi je suis intéressé par tous ces événements-là, et GitHub appelle mon URL. Et si j'appuie ici, je vais voir le détail. Donc par exemple, alors où je peux le mettre, non, en pretty, peu importe. GitHub en fait m'a envoyé voilà, ce JSON-là, et on va retrouver par exemple ici, alors, je sais pas, ça se voit pas très bien en fait, où je vais le remettre comme ça. Là ici on voit, voilà, il y a mon compte GitHub. On va voir aussi le message commit par défaut, donc ça doit être un truc genre update readme, ça le message est là. Et puis on doit pouvoir voir added, removed, modified, oui, non, ah oui, c'est ce qui est modifié, et après le détail, etc. Donc automatiquement j'ai reçu le payload, et j'ai aussi par exemple des headers qui vont être intéressants, je vais en reparler tout à l'heure. Donc ça permet en tout cas cet outil-là, RequestBean, de tester facilement les plateformes, en tout cas qui proposent des webhooks quand nous on veut développer le côté handler. Donc voilà pour cette première toute petite démonstration. Hop. Donc implémenter des webhooks, grosso modo, grosse maille, donc il faut avoir un mécanisme du côté du service provider pour pouvoir évidemment faire des appels HTTP, etc., mais que justement des clients s'inscrivent pour dire je veux recevoir des appels HTTP. Ensuite, côté client, on va développer et déployer quelque part ce handler qui va recevoir ces appels, ces notifications.
On enregistre du coup l'URL auprès du service provider, et après, dès qu'il y a un événement, le service provider, GitHub en l'occurrence ici, va envoyer auprès du client, auprès du handler, le JSON qu'on a vu tout à l'heure, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va maintenant essayer de réfléchir un petit peu à tout ce qui peut se passer en bien, en mal, on va dire, quand on implémente des webhooks, que ce soit côté serveur ou côté client. Donc déjà, par exemple, la plateforme, on va reprendre à chaque fois l'exemple de GitHub. GitHub va m'envoyer le bout de JSON qu'on a vu tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe si moi, mon handler, il ne marche pas bien, qui fait par exemple une erreur 500? En fait, dans ces cas-là, si on ne renvoie pas 200 ou 200 quelque chose, le provider il va se dire « Ah, ça veut dire que le message n'a pas été bien délivré. Donc il faudra que je réessaye, que je fasse un retry. » Donc ça, c'est important que, en tout cas, en tant que handler, de répondre correctement avec un 200 et quelques. Donc, première approche, faire un retry. Par contre, imaginons que le handler, en fait, il reçoit, le handler, il est trop chargé parce qu'il a trop de travail à faire, le serveur, il est trop petit, ça tourne sur un Raspberry Pi ou je ne sais quoi. Faire des retries, c'est bien, mais s'il n'a pas la capacité de recevoir nos messages et de les traiter, ça veut dire qu'il est surchargé. Donc, il ne faut pas faire un retry toutes les 10 millisecondes jusqu'à temps qu'il soit prêt, parce qu'au contraire, on est en train de lui rajouter de la charge. Donc, ce qu'on peut mettre en place, côté provider, c'est ce qu'on appelle l'exponential back-off, c'est-à-dire au lieu de toutes les 10 millisecondes de le rappeler, ok, on va l'appeler dans 1 seconde, si ça ne marche pas, on va l'appeler dans 2 secondes, on va lui renvoyer dans 4 secondes, dans 8 secondes, dans 16 secondes, après vous choisissez la taille, l'espace entre les répétitions. Mais c'est bien de mettre ça en place sans que ça surcharge les clients qui vont recevoir ces appels. Parce que c'est vraiment, voilà, c'était le slide que je croyais que j'avais mis plus haut, parce que l'idée c'est on se dit on va réessayer, mais en fait au final on est en train de rajouter encore plus de charge et on va faire exploser le pauvre handler. Une autre approche aussi, quand il y a effectivement beaucoup de trafic, et je crois que il y a une API Facebook qui fait ça. Facebook n'envoie pas plus une requête par seconde, mais du coup, s'il y a eu plus d'événements qui sont arrivés que 1 par seconde, en fait, il les batch, il les met ensemble. Donc, au lieu d'en envoyer, imaginons, je sais pas, il y en a 100 qui arrivent dans 60 secondes, toutes les secondes, il va envoyer 1, 2 messages à chaque fois. Il va des fois en batcher plusieurs suivant comment ils arrivent. Ce qui fait que le handler, il a juste à recevoir, enfin après, il faut quand même qu'il puisse traiter ces messages, évidemment, quand il y en a plusieurs, mais en tout cas, au niveau trafic HTTP, il sait qu'il ne va pas recevoir plus de tant de requêtes par seconde. Mais peut-être qu'effectivement, la requête peut être potentiellement plus grosse vu qu'il y a plus de messages qui arrivent d'un seul coup dans une seule requête. Un autre pattern. L'autre chose aussi, il peut arriver que un handler il soit offline ou que il ait raté quelque chose. Alors même s'il y a des retries, mais peut-être qu'au bout d'un certain nombre de retries, la plateforme, le provider va se dire je ne vais pas réessayer de renvoyer parce que de toute façon, je vois bien que ce handler-là, il est pas prêt à répondre. Donc on peut aussi mettre en place le pattern de, comment on dit en français, de lettres mortes, de queue de lettres mortes, sinon ça sonne bizarre, on va appeler ça dead letter queue. C'est un pattern qui existe depuis super longtemps sur tous les brokers de messages, à l'époque des, comment on appelait ça, les MOM, les Message Oriented Middleware, etc. Et en fait, le handler peut regarder de temps en temps à cet endroit-là, en appelant cette queue pour vérifier, peut-être que j'ai raté un truc, je voudrais être sûr d'avoir reçu et traité tous les messages, mais effectivement j'étais offline pendant un certain temps, donc je vais regarder à cet endroit-là. C'est là où je fais des petits encarts pubs où je ne les montre pas forcément en action, parce que je préfère
un talk publicitaire, mais moi je travaille chez Google Cloud et on a différents outils à la disposition des développeurs pour mettre ce genre de choses en place, pour faire par exemple une queue de messages à traiter. Donc par exemple, il y a PubSub qui propose un pattern publish, subscribe, où on publie des événements et on souscrit à la réception de ces événements-là. PubSub, ça permet par exemple d'être sûr que si on utilise ces queues de messages, on va dire, d'avoir au moins reçu le message, on est sûr de le recevoir au moins une fois, peut-être éventuellement plus, même si on peut essayer de dédupliquer, etc. C'est un service dans le cloud hein, finalement, donc vous n'avez pas à le gérer, le manager, le scaler, tout ça c'est fait par Google pour vous. Et il y a tout un tas de librairies clientes que vous pouvez utiliser, donc indépendamment du choix que vous avez fait du langage sur votre projet. Et un autre truc intéressant, c'est le Seek and Replay. On est capable de rejouer, faire un snapshot de messages qui sont arrivés et de les rejouer, par exemple. C'est un truc sympa. Alors je disais que par exemple avec PubSub, mais de manière générale, en tout cas quand on reçoit l'appel HTTP, on peut recevoir éventuellement le même message, la même notification deux fois. Donc si vous l'avez déjà traité, il faut être capable de savoir que vous l'avez déjà traité et pas de le retraiter une deuxième fois. Donc il faut que le handler, c'est le concept d'idempotence, c'est-à-dire qu'il sache que celui-là je l'ai traité, donc je ne vais pas le retraiter. Donc il faut faire attention à ça et pas. Si c'est par exemple une notification du versement de votre salaire, vous serez peut-être content d'être qu'on vous le verse deux fois dans le mois, mais peut-être que la banque sera moins contente. Donc, mais bon. Donc voilà, l'idempotence, faire attention à ça. Regardez par exemple l'ID des messages pour être sûr que on ne l'a pas déjà traité ce message-là. Côté sécurité, donc c'est des API web, hein, les webhooks au final. Là, je parlerai en termes un peu plus génériques, je ne suis pas un expert sécurité. C'est bien d'établir des connexions HTTPS, donc l'URL que nous on donne au service provider, vaut mieux qu'elle soit derrière HTTPS pour qu'il n'y ait pas quelqu'un au milieu qui soit en train de regarder ce qu'on a pu mettre dans nos payloads. Un truc qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est parce que du coup, j'aurais pu le lister dans les inconvénients d'ailleurs, en fait, on ouvre une URL, quand on fait un handler, on ouvre une URL sur Internet pour que le service provider puisse nous appeler. Mais ça veut dire qu'éventuellement, cette URL, peut-être qu'elle est découvrable et que quelqu'un peut essayer de nous balancer plein de saloperies sur notre URL. Donc comment essayer d'éviter ça? Par exemple, si on sait en tout cas que le service provider envoie les messages toujours de la même adresse IP, on peut peut-être utiliser un système de whitelisting d'adresse IP pour être sûr que ça vient bien de ce provider-là et que ce n'est pas quelqu'un qui a découvert notre URL. Un autre truc, c'est aussi vérifier, on peut signer en fait les événements qui arrivent, avec un secret, donc on peut chiffrer les choses. Et là, je vais faire une autre petite démo, mais je ne vais pas utiliser l'autre outil. L'autre outil que je voulais montrer, c'est ngrok. C'est comme requestbin, mais c'est un truc qui tourne en local sur sa machine, qui fait une sorte de tunnel sur le site ngrok, qui propose une URL publique. Et en fait, quand on est en mode développement, on peut en fait appeler quelque chose qui tourne sur localhost, sur votre machine, mais avoir une URL exposée publiquement. Et du coup, GitHub envoie à ngrok.com, qui envoie via un tunnel qui tourne moi sur ma machine et qui appelle mon service en local. Donc moi qui travaille chez Google, quand je lance un service comme ça sur ma machine, il y a l'équipe de sécurité qui me dit « Putain, mais t'as ouvert un truc sur Internet qui donne accès à notre réseau, fais pas ça. » Mais bon, néanmoins, en mode développement, c'est super pratique. Là, je vais réutiliser requestbin pour aller un petit peu plus vite. Parce qu'en fait, donc vous vous rappelez peut-être quand on a défini les webhooks, dans les settings, quand j'avais créé mon webhook, il y a un endroit j'avais dit tiens là j'ai mis un secret et mon secret c'est Brest. Qui est quand je faisais edit là, ici il y avait écrit
c'est pas très rapide, désolé, il y avait écrit secret, voilà, et j'avais mis Brest. Et en fait, quand on avait fait la requête tout à l'heure, je vous avais dit, tiens, il y a les headers, il y a des choses intéressantes qu'on regardera après. Et par exemple, regardez ça, ce header, x hub signature, SHA-1 égale, une valeur de genre base64, là, un SHA-1, quoi, c'est pas base64 du tout, un SHA-1. Et en fait, le truc, c'est une signature HMAC et utilisant SHA-1 pour le digest et un secret, le secret qu'on a défini dans l'interface de GitHub. Et en fait, si je prends, donc là, en fait, ça signe, ça va faire un digest signé sur le contenu du body que j'ai reçu. Donc sur le JSON que GitHub m'a envoyé, si je copie ça, alors il y a un petit outil qui permet de faire du calcul de HMAC, ça s'appelle. Donc là, ici, je vais mettre le payload que j'ai reçu. Le secret, c'est Brest. Et j'utilise quoi comme message digest? J'utilise SHA-1. Et je fais compute. Brest, Dakar. Vous voulez aller à Dakar? Non. Alors, 5 AAE, je sais pas quoi. Et quand on regarde, ici, eh bien, effectivement, il y a 5 AAE, etc. Donc ça veut dire, pour calculer le HMAC, il fallait avoir le secret. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a que... Moi, le secret, je l'ai mis dans GitHub, mais quelqu'un d'autre qui m'enverrait une requête ne connaît pas mon secret. Donc ne pourrait pas... Enfin, moi, je vérifie la signature, je vérifie que je recalcule le même HMAC côté handler que ce qui m'a été envoyé côté serveur dans les headers. Et du coup, je sais, ah bah oui, c'est bien la bonne personne, c'est bien GitHub qui m'a envoyé ça. Donc ça, c'est intéressant et important pour des questions de sécurité, d'être sûr que c'est bien la bonne personne, enfin le bon serveur qui m'a envoyé ça. Donc d'habitude, je le fais avec ngrok plutôt cette démo, mais là, ça va plus vite. Et après, bon, au-delà, sécurité, authentification, autorisation, les bonnes pratiques, là, je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là. D'autres bonnes pratiques, donc là, GitHub, quand il nous envoie les messages, c'est... enfin, vous avez vu, c'est du JSON, mais ça fait, je sais pas, peut-être 1K, 2K ou quelque chose comme ça. Mais imaginons, je ne crois pas que YouTube ait une API comme ça, mais imaginons qu'on est YouTube et on veut être notifié quand il y a des nouvelles vidéos qui sont uploadées. Imaginez si dans le payload du message qu'on envoie au handler, on mettait la vidéo dedans. Alors des heures de vidéo, ça va faire des gros payloads, ça va faire utiliser plein de bandes passantes. Donc on peut décider, en fait, de n'envoyer que des métadonnées, c'est-à-dire oui, j'ai reçu une vidéo de telle durée, avec tel titre, ou tel format, etc. Mais la vidéo, je ne la mets pas dans la notification de l'événement. Par contre, je vais peut-être donner l'URL où trouver la vidéo, si je veux après faire un post-traitement sur la vidéo ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est important de décider ce qu'on veut mettre dans le payload, côté provider, pour pas surcharger non plus tous les handlers. Parce que la bande passante, on a vu, c'était quoi tout à l'heure, 15% du trafic sur Internet, c'est les vidéos Netflix quand même. Donc imaginons s'il y a plein de gens qui s'abonnent, ça fait beaucoup de trafic pour pas forcément grand-chose, si on envoie les vidéos à tous les clients. Les handlers devraient répondre rapidement. Imaginez si les serveurs, à chaque fois les providers, doivent attendre la réponse de chaque handler, ça peut être long. Donc en général, ce qu'il vaut mieux faire, c'est, quand on est un handler, c'est de dire « Ok, j'ai bien reçu le message ». Mais le traitement, on peut le faire de manière asynchrone. C'est-à-dire, j'ai reçu, j'acquitte la réception du message, mais le traitement que je dois faire, si c'est, je sais pas, le traitement d'une vidéo, ça peut peut-être prendre des heures, je dis j'ai bien reçu, pour pas qu'il me renvoie à nouveau ce message. Et je réponds évidemment avec un statut code de 200. Donc c'est pour ça que les handlers devraient en faire en tout cas le moins possible. Que ce soit côté handler pour recevoir ces messages ou côté même provider, alors je crois que c'est ça que je montre après, l'idée, en fait, pour traiter les événements qu'on va envoyer côté provider ou
les événements qu'on reçoit côté client. Donc on dit OK, j'ai bien reçu, mais après on peut utiliser des systèmes de gestion de tâches comme tout à l'heure quand je parlais de PubSub. Là on peut utiliser d'autres solutions comme CloudTask, qui est un autre produit de chez Google Cloud qui permet de manière asynchrone après de traiter tiens, j'ai reçu tous ces événements-là et j'ai tout un tas de workers qui sont capables de recevoir et de gérer mes événements. Donc ça permet de découpler la réception de l'événement du vrai traitement de l'événement. Il y a tout un tas de trucs intéressants pour dédupliquer, pour faire aussi du retry et tout plein d'autres choses. Je ne rentre pas dans les détails. Donc ce qui arrive aussi, alors du coup c'est vrai que j'avais enlevé, donc là on ne le voit pas dans l'interface de GitHub, mais quand on a, donc là vous voyez, il y a un petit icône ici là, dans les webhooks que j'ai définis sur mon repository GitHub, là c'est une petite checkmark verte, mais en fait GitHub aussi traque quels sont les clients qui répondent ou qui ne répondent pas. Si au bout d'un moment, on a fait plein de retry, on a essayé d'envoyer tous les messages, mais en fait, le client, le handler ne répond jamais, et il va désactiver ici le handler. Donc au développeur qui implémente le handler, d'aller voir dans l'interface pour voir si, alors il y a le pattern dead letter queue, etc., mais qu'on ne voit pas apparaître ici, mais en tout cas, le service provider, GitHub, lui, traque qui répond ou qui ne répond pas. Parce que ça ne sert à rien qu'il essaye, s'il a déjà essayé 100 fois, ça ne sert à rien qu'il essaye 200 fois, il y a des chances que ce ne soit toujours pas opérationnel. Donc aux développeurs, après du handler, de venir voir si, tiens c'est bizarre, ça fait un moment que j'ai rien reçu, ah mais oui c'est vrai que mon serveur il était en carafe, je vais regarder si du coup GitHub, je peux le réactiver pour lui dire, bon c'est bon, maintenant mon service il est à nouveau online, en ligne, renvoie-moi à nouveau des messages. Hop. Par contre, là typiquement, c'est le repository GitHub là, que j'ai créé. Il n'y a pas 150 000 commits par jour qui arrivent. Hein. C'est juste à chaque fois que je fais une conférence, je fais 2-3 commits pour faire mes démos. Mais côté handler, ça voudrait dire que mon handler, c'est quoi? C'est quand même un serveur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il tourne quelque part. Donc ça veut dire que éventuellement, mon serveur, les 3/4 du temps, ou 99% du temps de la journée, il fait rien. Il attend juste de recevoir des appels. Pour le 1% du temps de traitement, c'est pas non plus très green d'avoir des serveurs qui tournent pour rien, juste pour attendre quelques messages. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ça? Plutôt que d'avoir éventuellement un serveur qui tourne en permanence, qui utilise du courant en permanence, on peut aussi utiliser les approches de type serverless, c'est-à-dire qui sont de la capacité de traitement élastique, qui sont réveillés quand il y a besoin et qui, le reste du temps, ne sont pas en train de tourner en permanence. Donc par exemple, moi c'est ces produits-là sur lesquels je bosse pas mal. Donc il y a chez Google Cloud Functions, ces Functions as a Service, on déploie une fonction, elle est appelée quand il y a besoin. App Engine, on a même un ingénieur d'App Engine qui en parlera beaucoup mieux cet après-midi, qui est juste là devant. Cloud Run pour faire tourner des containers de manière serverless, c'est-à-dire en fait, par exemple, s'il n'y a aucun appel, il y a aucune instance de mon serveur, de ma fonction, de mon application qui tourne. Il n'y a rien du tout. C'est que quand elle va recevoir de la charge qu'on va instancier ce serveur et qui va être prêt à répondre. Donc il me reste 6 minutes. Si je fais juste vite fait une petite démo avec Cloud Functions, là j'ai créé alors c'est tout petit, on va mettre ça plus gros. J'ai créé aussi un webhook avec Cloud Functions qui va recevoir les appels quand je commit quelque chose. Donc là, c'est l'interface de Google Cloud et Cloud Functions en particulier. Et je peux dire, voilà, alors soit je le fais avec des repos Git, etc., mais je peux même mettre du code directement dans l'interface ici. Dès que je reçois un appel, j'écris en fait le body et les headers en sortie et je les log dans la console.
Donc là, il est déjà déployé. J'ai mes logs ici que je peux analyser. Ah oui, par contre, il me faut quand même l'URL pour pouvoir le rajouter. Hop, source, non, trigger, pardon. Donc ça me donne directement une URL. J'ai pas besoin, moi, de créer... comment je fais? Copy, link, address, on va faire comme ça. J'ai pas besoin de créer et d'héberger un serveur quelque part. J'ai juste à informer et d'utiliser la plateforme ici de Google. Donc je vais remettre Brest, tout ça. Envoie-moi juste les push, par exemple. Et là, pareil, comme on a fait tout à l'heure, le repository, il est là. Je vais committer un petit changement. Toujours beau à Brest. Hop, je recommit ça. Et donc dans mes logs, alors les logs, ça met toujours un petit moment à... Quoique non, ça a l'air d'être... Bah si, c'est passé, c'est déjà passé. Parce que les logs, des fois, ils mettent du temps à se rafraîchir, c'est pour ça. Et donc là, il m'a mis tout le... Là, c'est le payload, tous les headers HTTP, etc. Et du coup, j'ai pas de serveur à provisionner ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est fait dans le cloud. Et au niveau du pricing, c'est aussi proportionnel à l'usage. Donc si vous n'utilisez pas du tout, s'il n'y a pas d'événement qui arrive, ça vous coûtera 0. Si vous avez des millions et des millions de messages par jour, peut-être que ça vous coûtera en tout cas un petit peu plus cher et proportionnellement à l'utilisation. Donc en résumé, voilà en fait toutes les problématiques, patterns, bonnes approches, etc. dont on a parlé aujourd'hui. Donc il y en a pas mal. Et c'est ce qui permet d'avoir des webhooks qui sont efficaces, aussi bien côté provider que des handlers qui reçoivent tous ces messages. Donc déjà, merci beaucoup pour votre attention. Et donc comme j'avais dit, si vous jetez un coup d'œil au slide, là j'ai tout un tas de ressources intéressantes qui vont un petit peu plus loin, qui détaillent certains de ces patterns ou de ces problématiques. Donc je vous invite à regarder les slides qui sont... Hop, je vais le remettre avec l'URL pour ceux qui ne l'auraient pas eu au début. Ici, voilà, hop. Il me reste 3 minutes si vous avez des questions, sinon je serai près du stand Google où je suis là de toute façon toute la journée. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Eh ben, ah si, une quand même. Alors là, est-ce qu'il y a une initiative qui existe pour codifier finalement, pour standardiser ces patterns-là? Eh bien, aujourd'hui, il n'y en a pas, en tout cas pas qui soient adoptés par certaines plateformes ou autres. Donc ça reste à chaque fois du propriétaire, on va dire. Mais j'avais vu, alors j'ai oublié le nom, mais il y a quelqu'un qui a essayé de créer un standard, en particulier aussi, qui couvrait même la partie « je veux l'API qui me permet de m'enregistrer comme étant un handler auprès du service provider ». Donc je sais, alors je ne sais plus si je l'ai dans les ressources ou pas, mais certains ont essayé de standardiser ça, mais aujourd'hui ça n'a pas été adopté en tout cas. Et c'est pareil au niveau des événements publiés, non, ça reste propriétaire. Donc là, par exemple, GitHub, c'est vraiment, tu vois, le JSON spécifique aux commits qui sont passés. C'est vrai que ça aurait été pas mal, peut-être, un standard. Ok, bon, encore merci, et puis passez une très très bonne journée.